Bonjour, rebonjour, bienvenue pour cette seconde partie où je vais faire à la fois le B du Grand 3 et la conclusion. Donc là on va voir d'abord la chute de l'Empire napoléonien et par conséquent la chute du grand empire français dont on avait parlé juste avant. Donc effectivement cette chute-là elle va être relativement rapide et quasiment inévitable. Alors, on commence en Espagne. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent peut-être le tableau de droite. En fait, le tableau de droite, c'est le deuxième d'une série de deux du peintre espagnol Goya. C'est le dos, c'est le 13 de Mayo. Donc le 2 et le 3 mai. En 1808, on a donc une révolte qui commence dans les rues de Madrid. C'est ce que vous voyez donc sur le 2 mai. Donc on voit les soldats de Napoléon, puisque on avait aussi des soldats qui avait accompagné l'empereur depuis l'Égypte. Donc c'est pour ça que vous en avez qui sont habillés finalement un petit peu comme des combattants musulmans. Les vrais cavaliers français classiques, vous les avez plutôt sur la droite. Donc on a la foule de Madrid qui se reprend en soldats avec les armes du bord, qui rejette donc cette présence française. Et le 13 des maillots, qui est la partie la plus connue, hein, c'est le tableau de droite, le 13 des maillots, ça montre la répression par les soldats français de cette tentative d'émeute, de coup d'État. On voit donc les soldats français tels des machines, on voit pas leur visage, qui braquent leurs armes sur les Espagnols révoltés. Avec cette grande figure de l'Espagnol d'où la lumière tombe sur lui, qui fait signe aux soldats qu'il est prêt à mourir pour son pays quoi. Donc effectivement, ça c'est le début d'une période qui va être compliquée parce que cette guérilla, là, Napoléon ne peut pas la gagner par des moyens traditionnels. Donc effectivement, la domination française elle est contestée presque partout en Europe, donc particulièrement en Espagne. Donc c'est la première guérilla d'ailleurs. Guérilla, ça veut dire petite guerre et c'est l'espagnol qui justement donc est organisé et c'est très très difficile à juguler comme aujourd'hui par une armée normale. Le coup de grâce en fait ça va être donné en 1812. En 1812 on a une guerre qui commence entre la France et la Russie. Cette fois-ci donc Napoléon avait déjà battu les Russes quand ils étaient venus en Europe. Là ça va être le contraire, il va décider d'envahir la Russie, de faire sa tactique habituelle, de marcher sur le pays qui est son ennemi, envahir la capitale et forcer le pays à faire un traité de paix. Sauf qu'effectivement, là aussi, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Autriche, c'est un pays beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, avec des conditions climatiques beaucoup plus difficiles. Et c'est là, ça va très mal se passer. Donc ça va être considéré comme la première véritable défaite. Pour la faire courte, en fait, Napoléon arrive jusqu'aux portes de Moscou, dans des conditions déjà difficiles, hein, parce que quand même l'automne et l'hiver, bon, c'est quand même difficile, le climat russe. Et il arrive à vaincre l'armée russe, il rentre dans Moscou, tout va bien, il espère refaire ses provisions, puisque les Russes ont pratiqué la pratique de la terre brûlée, ils ont brûlé finalement tous les champs, toutes les ressources qu'aurait pu prendre l'armée de Napoléon, qui donc commence à crever de faim. Et sauf qu'effectivement, finalement, Moscou est détruit par le feu, donc par des Russes qui ont préféré finalement détruire la ville plutôt que la laisser entre les mains de l'ennemi. Napoléon est donc obligé de repartir en France pour essayer de sauver son armée qui n'a plus rien à manger, plus d'endroits pour s'abriter. Et ça va être un véritable désastre, puisqu'il rentre en plein hiver. Et pendant des mois, donc l'armée de Napoléon ne va pas cesser d'être harcelée par des Cosaques, donc les cavaliers russes, et surtout par la faim et par le froid. Donc, bon, évidemment, ça va être source de scènes particulièrement dramatiques où on va voir peu à peu les soldats qui laissent tout ce qu'ils ont emmené de Moscou, à part le manteau de fourrure, donc traîner dans la neige, puis après avoir mangé leurs chevaux gelés, et éventuellement même leurs camarades pour rentrer en France. Et cette armée-là, en fait, cette grande armée qui a réussi à mettre à genoux l'Europe, après cette expédition, elle n'existe plus. Et tous les ennemis de Napoléon vont un petit peu en profiter de l'occasion. Ils vont se dire, ça y est, Napoléon est affaibli, on peut enfin prendre notre revanche. Et effectivement, donc en 1813, la France va perdre la bataille de Leipzig contre une coalition qui rassemble l'Autriche, la Prusse et la Russie, et toujours avec l'argent anglais. Donc vaincu, donc Napoléon est obligé d'abdiquer, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo que je vous ai montré vendredi. Donc à l'abdication, il renonce à la couronne en 1814. Il est exilé sur l'île d'Elbe en Méditerranée et les Alliés replacent Louis XVIII, frère de Louis XVI, sur le trône de France. Théoriquement, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que Napoléon est quelqu'un de férocement déterminé
qui accepte très mal la défaite. Il s'échappe de l'île d'Elbe en 1815, il reprend le pouvoir en France. Pendant 100 jours, donc Napoléon va garder le pouvoir, sauf que finalement il va être cette fois-ci définitivement vaincu par les Anglais et les Prussiens à la bataille de Waterloo en Belgique. Donc il perd à nouveau le pouvoir 100 jours après être revenu. C'est pour ça que parfois dans la culture française on parle des 100 jours comme un truc un peu symbolique. Mine de rien, par exemple quand Emmanuel Macron a fait ses 100 premiers jours de présidence, il y a eu quel bilan on peut tirer des 100 jours. C'est pas seulement le chiffre rond, c'est parce que ça évoque quelque chose dans l'histoire française. Donc, ensuite, on a donc les monarques européens qui se disent que l'alerte a été chaude, ils ont failli perdre leur couronne, ils ont été dominés par un pays révolutionnaire et ils veulent à tout prix éviter que ça se reproduise. C'est pour ça qu'ils se réunissent à Vienne sous l'autorité donc du ministre Metternich, qui est le ministre de l'empereur d'Autriche. Et ce congrès de Vienne, donc de 1815, il est destiné à établir un nouvel ordre européen. La France, elle est ramenée à ses frontières d'avant la Révolution, donc elle redevient un pays de taille à peu près normale. Et craignant une nouvelle révolution, les rois russes, autrichiens et allemands se mettent d'accord pour intervenir pour empêcher toute révolte en Europe et chez eux. Ça veut dire que finalement, c'est ce qui va se passer assez rapidement parfois, par exemple en Espagne ou en Italie, c'est que si jamais il y a une tentative de révolution par la population et que la situation échappe au contrôle du roi d'à côté, les monarques étrangers vont envoyer leurs troupes pour rétablir l'ordre finalement, pour empêcher ces révolutions, finalement par la force, donc en envoyant leurs armées sur des territoires étrangers pour empêcher toute tentative de révolution. Ça c'est l'ordre du congrès de Vienne. Donc effectivement, quel bilan on peut tirer de cette grande période de révolutionnaire? C'est que quand même la France et l'Europe ont été transformées à jamais. On pourrait croire le contraire en voyant le portrait sur la gauche donc de Louis XVIII, le frère de Louis XVI, puisque c'est un portrait qui ressemble énormément à celui de son frère, qui ressemble à celui de son grand-père, et encore plus loin de son arrière-grand-père, ouais ça fait beaucoup. Donc Louis XIV, il est en costume de sac, il n'y a absolument rien qu'à changer. Sauf que dans les faits, c'est quasiment impossible de ne faire la révolution qu'une parenthèse, contrairement à ce que voulaient les monarques du congrès de Vienne. Pour les Français en particulier, mais même pour tous les Européens en général, c'est impossible d'abandonner totalement les acquis de la Révolution concernant la liberté et l'égalité. Dès 1830, donc, vous avez une seconde révolution qui commence en France, vous connaissez le tableau, la liberté guidant le peuple. Et en 1848, on en aura une troisième qui aboutira à la fin définitive de la monarchie en France. Et cette révolution, ce qui est intéressant et ce qui sera à retenir, c'est que non seulement c'est une révolution en France, mais en 1948, dans quasiment tous les pays, comme par exemple là effectivement en Allemagne, on a des révolutions partout. Ce qui montre bien que quelque part, cet héritage de la révolution française, il est important. C'est qu'effectivement, il nous marque encore aujourd'hui, même les débats qu'il y a pu avoir sur la laïcité, c'est un peu le témoin d'une époque où la France de la Révolution et la France de la religion étaient en guerre. Et effectivement, les textes comme le droit de l'homme, ça reste encore des choses auxquelles on est extrêmement attaché. Et l'influence de la Révolution française dans toute l'Europe et dans le monde, elle est loin d'être négligeable, puisqu'effectivement, c'était l'une des premières fois où il y avait un très grand pays, donc l'un des plus grands pays à l'époque, qui effectivement a dit non à son roi et s'est élevé ensemble pour finalement établir un nouveau régime. Donc voilà, c'est comme ça se termine ce premier thème d'histoire. Donc comme je vous le disais, là la prise de notes c'est ce que vous avez qui est écrit, le reste c'est moi qui parle pour vous expliquer un petit peu. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, vous envoyez donc des messages s'il y a un problème. Et d'autre part, je vous mettrai aussi donc en lien sur Pronote des QCM pour vérifier que cette prise de notes a été acquise. Et comme je vous le disais, il y aura un contrôle, ce sera marqué sur Pronote à un moment sur cette troisième partie et je pense que je vérifie un petit peu vos acquis avec un document texte en plus pour vérifier où vous en êtes puisque vous l'aviez fait chez vous la dernière fois. Là on va le faire un petit peu en classe et noter. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.